Alors une fabrique de l'innovation, c'est une exposition qui parle de l'innovation industrielle en Rhône-Alpes depuis 3 siècles. 3 siècles, donc de 1800 à aujourd'hui, 21e siècle. Pourquoi aborder la thématique de l'innovation industrielle en Rhône-Alpes? Eh bien parce que l'innovation industrielle, c'est le remède à la crise et donc l'innovation industrielle nous sauvera tous. Ces innovations en Rhône-Alpes s'incarnent dans les 5 pôles de compétitivité qui sont donc Tectera pour le textile, Lyon Biopôle pour la santé, LUTB pour le transport, Imaginov pour l'image et donc également Accélera pour la chimie. 5 pôles de compétitivité, 5 thématiques d'excellence industrielle aujourd'hui en Rhône-Alpes. Et ces thématiques d'excellence, ces 5 pôles de compétitivité, ont des racines très profondes en Rhône-Alpes. Et donc, dès 1800, on peut trouver déjà ces racines et cette espèce de dynamique de l'innovation qui est propre à la région Rhône-Alpes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que la région Rhône-Alpes s'en sort plutôt bien industriellement, et en tout cas mieux que beaucoup de régions en France. Ce que nous avons voulu montrer également, c'est que ces filières industrielles sont étroitement liées. Et par exemple, que la chimie est la fille préférée du textile. Et que si aujourd'hui nous avons un pôle mécanique, LUTB sur les transports, c'est parce que dès la fin du 19e siècle, les ouvriers experts en mécanique ont commencé à travailler sur l'automobile. Et donc nous avons eu une industrie automobile très importante. Voilà comment, depuis 1800 et jusqu'à aujourd'hui, ces filières d'excellence s'entrelacent, produisent cette innovation et aujourd'hui représentent ces 5 thématiques d'excellence. Quelle est l'innovation? Quelles sont les innovations aujourd'hui dans le domaine du transport? Eh bien, par exemple, voici un moteur Renault Trucks qui est un moteur propre, puisque les gaz d'échappement sont recyclés dans cette espèce d'énorme réservoir dans lequel se trouvent des filtres à céramique qui vont rebrûler une deuxième fois les particules. Donc ça, c'est une des innovations. Autre innovation, c'est bien sûr le développement du véhicule électrique à travers ces 3 exemples qui nous ont été prêtés par la société Brand Motors. Dernière innovation, c'est bien sûr le VELOV. Nous avons voulu qu'il y ait une présence du VELOV dans cette exposition parce que VELOV est une innovation dans les partenariats qui ont été montés. D'abord, c'est un vélo industriel, évidemment. C'est un vélo qui doit être partagé, donc qui est particulièrement résistant et dont les caractéristiques techniques sont tout à fait propres à ce besoin de partager ce vélo et qu'il résiste en fait. Et ce partenariat, c'est cet échange entre le Grand Lyon et donc Deco, qui va permettre aux Grands Lyonnais, à des coûts vraiment défiant toute concurrence, de pouvoir utiliser ces vélos en ville. Et c'est un énorme succès. Donc nous avons voulu également montrer ce succès, qui est un succès partenarial. L'aventure automobile commence à Lyon avec Marius Berlier, qui va lancer sur les pentes de la Croix-Rousse sa première voiture surnommée la Pantoufle. Alors effectivement, vous voyez la forme de cette première voiture qui fait tout à fait penser à une pantoufle. Ça n'est qu'une maquette à 1,5, ce qui explique en fait les dimensions réduites de ce véhicule. Et c'est ce qu'on appelle une voiture en tandem, puisque le conducteur se place derrière le passager. Et donc on raconte que Marius Berlier termina la course avec sa pantoufle dans la vitrine d'un charcutier en bas des pentes de la Croix-Rousse.
Par ailleurs, à peu près à la même époque, mais un petit peu avant, on voit l'essor des vélos en Rhône-Alpes. Alors là, vous avez par exemple la fameuse Hirondelle superbe de 1888, fabriquée à Saint-Étienne. Hirondelle, vous vous souvenez qu'on appelait Hirondelle à cause des capes que portaient les gendarmes à cette époque. Hirondelle qui est déjà un vélo de haute technologie particulièrement amorti avec ce système donc de cadre en forme de parenthèse, donc qui amortit les chocs, une selle à ressort et également un guidon en corne de bélier qui amortit les chocs. Et juste à côté, vous avez un exemple d'invention qui ne deviendra jamais une innovation. C'est une bicyclette imaginée par le père des frères Lumière, donc avec un système de pédalier vertical. Et cette bicyclette ne fonctionnera jamais suffisamment pour devenir une innovation, c'est-à-dire pour être industrialisée. Et dernier véhicule de cette fin du 19e, début 20e, la moto Viratel. Donc on sait qu'il y a eu à Lyon une centaine de constructeurs automobiles, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu aussi une véritable expertise dans le domaine de la construction des motos. Cette exposition est une innovation en elle-même, car elle a été montée en collaboration avec une centaine de partenaires. Les musées du patrimoine ont amené les objets du 19e et du 20e, les entreprises ont amené les objets du 21e siècle. Nous avons travaillé également avec des associations et des particuliers. Et nous avons été aidés par le Grand Lyon, sponsorisés par le Grand Lyon, par la région et également par EDF et par Orange. Et donc cette exposition est une innovation par la richesse des partenariats qu'elle a impliqués. Donc là, on est au 4e étage de la bibliothèque municipale. On va parler de la chimie et plus particulièrement de la vallée de la chimie. Faut savoir que ce territoire est réputé berceau de la chimie française. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans cette exposition qui s'intitule La vallée de la chimie, territoire d'avenir. C'est une exposition qui est montée en partenariat entre la bibliothèque municipale de Lyon et le Grand Lyon au titre de l'agenda 21 de la vallée de la chimie. On va également parler du territoire parce que c'est un territoire qui est très très mal connu. Et l'idée, c'est de prendre en compte à la fois les industries et à la fois les habitants. On part des premières fabrications telles que l'acide sulfurique et ses dérivés, jusqu'à arriver aujourd'hui aux récentes innovations des industriels de la chimie qui vont cette fois-ci lier chimie et environnement. On veut à la fois parler de l'histoire industrielle de la vallée de la chimie et aussi de ce territoire-là. Et c'est ça qui était important dans le cadre de ce partenariat. Donc on va avoir l'histoire industrielle de la vallée de la chimie, d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fabriquait avant, qu'est-ce qu'on fabrique plus tard, qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui, et c'est ça qui est important, mais aussi qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire. Il y a des habitants et il faut les montrer, il faut montrer ce territoire qui est un espace très méconnu des Grands Lyonnais. Donc dans l'espace ici, on commence à partir de 1853, c'est la date en fait des premières installations des industriels dans la vallée de la chimie, à partir donc de pyrites. On va produire aussi des colorants parce que l'histoire de la chimie dans la vallée de la chimie est extrêmement liée au textile et à la soierie, à la fabrique lyonnaise. Donc dès 1894, on va par exemple fabriquer de la vanilline dans la vallée de la chimie, qui va être dans un premier temps à destination des foyers, de tout le monde. Puis petit à petit, cette vanilline, elle va être reprise jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est produite à un stade industriel. C'est pour l'agroalimentaire. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on trouve de la vanilline. Les premières industries chimiques de la vallée de la chimie vont aussi fabriquer des parfums. On a par exemple là le lance-parfum Rodot, qui est vraiment une invention de la Société chimique des usines du Rhône, qui est une des premières industries qui s'installe à Saint-Fond, qui va créer ce parfum qui va être à destination, là pour le coup, des Brésiliens. Aujourd'hui, on fabrique dans la vallée de la chimie tout ce qui est plastique et silicone. Donc ce ne sont plus les premiers plastiques, on va fabriquer aujourd'hui des plastiques beaucoup plus techniques. Ce va être des plastiques qui vont par exemple résister au choc, au froid, au feu,
Voilà, donc on n'est plus dans les produits fabriqués, mais on est dans des applications aujourd'hui, contrairement à avant. En fait, on est plutôt aujourd'hui dans la chimie de la vie de tous les jours. Là, on présente des objets du quotidien. Aujourd'hui, on est dans le technique, mais à la fois aussi, on réfléchit à qu'est-ce qu'on produit et comment on fait pour recycler et comment on fait pour lier justement chimie et environnement. Là, on arrive dans une partie où on va plutôt parler du territoire de la vallée de la chimie. C'est un espace partagé de la vallée de la chimie et il faut que habitants et industriels cohabitent. Et enfin, là, on a plutôt voulu parler des espaces naturels de la vallée de la chimie, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est un espace en réflexion, bien évidemment. Il y a des tentatives de réhabilitation de la vallée de la chimie, mais il y a aussi des espaces naturels, gérés par exemple par le SMIRIL. Voilà, il y a une faune, il y a une flore particulière, et il faut les montrer. Elles sont certes proches des usines, mais l'important, c'est de savoir qu'on peut y aller, qu'on peut s'y balader. Donc, Vallée de la chimie, territoire d'avenir, c'est une exposition qui rend compte des caractéristiques et des évolutions de ce bassin de vie. Donc la santé a été traitée bien sûr dans l'exposition Une fabrique de l'innovation. Tout d'abord parce que Lyon Biopôle est un pôle de compétitivité très important dans la région. Donc on était parti des pôles de compétitivité pour définir les différentes thématiques qui allaient être traitées. C'est un des pôles en fait, qui a une envergure mondiale. Puisqu'il y a énormément en fait, de sociétés en biotechnologie qui ont leur siège social à Lyon et dans la région lyonnaise. On peut penser à des grands groupes comme par exemple Sanofi Pasteur dans le domaine des vaccins. Mais après, ces groupes qui maintenant ont une envergure, on va dire, un peu internationale, ont des racines qui sont anciennes. Alors dans des domaines qui au départ n'avaient pas grand-chose à voir avec les biotechnologies, mais par exemple en orthopédie, il y a eu un certain nombre de médecins qui ont essayé, alors par exemple comme Amédée Bonnet ou Charles-Gabriel Pravas, qui ont mis en place des systèmes d'appareillage en fait, qui permettaient de redresser un petit peu les membres qui pouvaient être lésés sans avoir recours à l'amputation. Ensuite, il y a Léopold Ollier qui était lui un chirurgien et qui a également développé un petit peu des techniques qui permettaient de consolider les os alors qu'auparavant, la solution la plus simple, c'était vraiment l'amputation. Donc il y a toute cette démarche d'expérimentation qui s'est mise en place, qui a été très forte dans tout ce qui était la médecine lyonnaise. Et ensuite, après, il y a des filiations, en fait, puisque par exemple, Marcel Mérieux, qu'on voit ici, était à la fois le fils d'un soyeux, mais au départ, c'était un chimiste. Il s'était formé en Allemagne et il est allé, en fait, ça a été l'assistant d'Émile Roux à Paris. Donc, il a un petit peu découvert la microbiologie aux côtés de Pasteur. Et ensuite, il est venu s'implanter dans la région. Il a eu un laboratoire et il a développé tout ce qui était la sérothérapie dans la région lyonnaise. Ensuite, il y a aussi l'école vétérinaire qui avait également un petit peu cette tradition d'expérimentation. C'est la première école vétérinaire au monde. Elle a été créée à Lyon en 1761. Et les vétérinaires qui y travaillaient, la plupart du temps, travaillaient à la fois en tant que vétérinaires, mais donnaient également des cours d'anatomie. Ils ont fait des découvertes très importantes justement en microbiologie. Ils travaillaient sur des virus comme la rage, des bactéries comme la tuberculose.
Et ce qu'ils ont en fait découvert ont été souvent des découvertes qui ont aidé par exemple les travaux de Pasteur. Ce qui est intéressant aussi de voir en fait, c'est la filiation entre donc, les différentes thématiques et l'importance qu'ont pu avoir certains scientifiques en fait, dans différents domaines de l'exposition. Alors c'est vrai en particulier des Frères Lumière qui sont intéressés à plein de domaines différents et en particulier à celui de la médecine. Enfin, en particulier Auguste Lumière a vraiment eu une implication importante dans ce domaine. Il avait un laboratoire en fait, à côté des laboratoires de l'usine de fabrication des étiquettes bleues par exemple. Lui, il avait un laboratoire dans lequel il faisait des recherches et il a découvert un certain nombre d'applications médicales. En particulier, ça pouvait être des pansements comme le tulle gras qui a été commercialisé pendant assez longtemps, ou ça pouvait être une main-pince articulée par exemple. Alors dans les innovations au niveau médical, alors l'innovation un peu qui commence cette exposition, c'est la seringue de Pravaz, qui a été découverte par Charles Gabriel Pravaz en 1852, et donc qui n'est pas une invention ex nihilo, puisque les seringues existaient déjà, mais dans l'Antiquité, c'était des seringues à lavement, et progressivement, elles vont se miniaturiser, déjà au XVIIIe siècle, et ensuite, l'invention de Charles Gabriel Pravaz, c'est de coupler finalement un système d'injection avec des aiguilles creuses. Donc lui, finalement, il va inventer la première seringue qui arrive à transpercer la peau et puis ensuite avec laquelle on peut réaliser une injection, ce qui sert aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend la seringue. Elle sert pour faire des piqûres et pas des lavements. Finalement, la seringue se perfectionne au fur et à mesure des années et la région Rhône-Alpes est toujours une grosse région de production de seringues et également d'innovation. Puisque là maintenant, on va un petit peu adapter cet outil médical à ses différents usages. Donc maintenant, il y a bien sûr des seringues pré-remplies, par exemple pour sécuriser leur utilisation à l'hôpital. Mais après, il y a aussi d'autres formes de seringues, par exemple des seringues à micro-aiguille. C'est une seringue qui a été inventée pour faire une vaccination en fait, contre la grippe, mais une vaccination intradermique, c'est-à-dire que le vaccin est juste injecté en fait, dans la peau, puisqu'il y a des cellules immunitaires en fait, qui sont assez riches dans la peau. Et donc voilà, il y a une petite dose de vaccin qui est injectée dans la peau et qui va servir à vacciner les différentes personnes. Donc voilà, il y a toujours cette recherche qui est en cours autour de nouvelles formes de cet outil assez simple, mais voilà, qui peut être décliné sous différentes facettes. C'est l'Institut Mérieux à l'époque qui a vacciné l'ensemble de la population. Donc le fait qu'elle n'ait pas d'aiguille, ça permettait justement de ne pas avoir à changer l'aiguille. Et du coup, juste ça marchait avec une pression en fait, ça permettait d'injecter, de traverser la peau et puis de vacciner rapidement l'ensemble de la population. Fabrique de l'innovation, 1800 est une date importante dans le domaine de la soierie puisque c'est la date de dépôt du brevet Jacquard dont nous montrons plusieurs éléments, notamment un portrait tissé qui nous est prêté par le musée des tissus de Lyon. Ce portrait est intéressant à plusieurs titres puisqu'il a été peint par Bonnefond, puis tissé et également gravé. Donc il va être diffusé à de multiples exemplaires. Ce portrait est aujourd'hui conservé à la Chambre de commerce de Lyon, où il est toujours conservé à l'heure actuelle. Nous montrons une maquette de dessiccateur. Donc, le dessiccateur était conservé à la condition publique des Soies, le bâtiment qui existe toujours dans le 1er arrondissement puisqu'il accueille aujourd'hui la bibliothèque du 1er.
Le dessiccateur était destiné à assécher les balles de soie de façon à ce qu'il y ait un taux constant d'humidité dans ces balles, puisque la soie absorbe naturellement l'eau. Une maquette de métier à tisser les rubans, dont nous avons que la partie mécanique, qui est conservée au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. La Rodiaceta qui a été installée à Vèze, qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui a été très connue dans les années 67-68 en raison des mouvements sociaux. C'est le passage de la fibre naturelle à la fibre artificielle, puis à la fibre synthétique, puisque la Rodiaceta était spécialisée dans l'acétate de cellulose, puis va tisser les premiers brins nylon au cours des années 30. Alors nous montrons quelques éléments pour symboliser donc l'activité de la Rodiaceta, notamment une bobine de nylon ainsi que divers produits qui ont été répandus sur le principe du brevet. Plusieurs planches d'impression qui symbolisent donc le dynamisme de la région de Bourgoin-Jallieu qui s'est spécialisée dans l'impression sur étoffe. Donc nous avons ici plusieurs planches qui sont gravées en taille d'épargne, dans des planches qui sont en général du poirier, qu'on utilisait une planche par couleur, qu'on appliquait successivement sur le tissu de façon à former le motif. Sur le même principe que les planches d'impression, nous montrons également des cadres d'impression. Donc ce jeu de cadres en comporte 6 au total. Nous en montrons 4. Donc on utilisait un cadre par couleur que l'on appliquait successivement sur le tissu. L'exposition montre l'importance de l'image animée du 19e siècle au 21e siècle en région Rhône-Alpes. Au 19e siècle, les frères Lumière, Louis et Auguste, inventent le mythique cinématographe et créent le cinéma. Ils innovent par ailleurs en matière de photographie et de photographie en couleur. Au XXIe siècle, l'exposition est le reflet des activités d'Imaginov, le pôle de compétitivité de l'image animée et des contenus numériques. C'est pourquoi les visiteurs vont pouvoir croiser des robots, jouer et tester des jeux vidéo, de la 3D ou interagir avec une œuvre de danse numérique tactile. En 1895, les frères Lumière, en créant le cinématographe, inventent le cinéma tel que nous l'entendons actuellement, c'est-à-dire la possibilité pour un auditoire d'assister collectivement à la projection d'un film. Cette petite boîte de moins de 5 kg est la première caméra. Donc, dans les années 80, Bruno Bonnel fait émerger l'entreprise Infogrames. À partir de cette entreprise, il souhaite faire entrer l'informatique dans les foyers. Et avec lui, il va y avoir le développement de jeux vidéo, mais aussi du multimédia et même de l'Internet, puisqu'il est le fondateur du premier fournisseur d'accès français à Internet. Cette Game Zone ne contient pas que des jeux. Il y a également le souhait de montrer ce qui se faisait en 3D. Il n'y a pas eu qu'un seul inventeur de caméras en Rhône-Alpes. Dans les années 70, Jean-Pierre Boviala crée également du matériel cinématographique pour les grands réalisateurs de l'époque, comme Godard, comme Depardon.
Pour l'exposition, nous avons monté une salle insolite dédiée à une œuvre d'art numérique qui représente l'innovation en matière d'images animées aujourd'hui. Et je vous invite à rentrer. En appuyant sur l'écran, on appelle un premier danseur. Et on peut faire évoluer comme cela, puisqu'il y a 3 écrans, 3 danseurs en parallèle. Chacun des danseurs va réagir aux touches du spectateur, qui compose ainsi sa propre chorégraphie. À chaque fois également qu'on appuie, on a une boucle sonore qui se déclenche. Et on aboutit même, au bout de quelques minutes de sollicitation, à un spectacle linéaire. L'écran n'est plus tactile et on peut comme ça voir une chorégraphie se mettre en place. On est vraiment alors spectateur.